Bonjour, bienvenue à cette webconférence organisée par l'Académie UPV. Académie UPV qui a été lancée en début d'année et qui a pour objectif de renforcer et structurer la sensibilisation, l'information et la formation des dirigeants, des collaborateurs et des mandataires patronaux. Alors le thème de cette webconférence ce matin, comment intégrer votre action environnementale dans votre réponse au marché public? Les pouvoirs publics s'engagent de plus en plus dans la transition écologique lors de la passation et l'exécution des contrats de la commande publique. La loi dite climat et résilience, publiée en 2021, a pour objectif de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer la résilience face à ses effets. Cette loi rend obligatoire les clauses environnementales ou clauses vertes dans les marchés publics à l'horizon de 2026. Plus précisément, le 22 août 2026, 100% des marchés publics devront intégrer une clause environnementale. La nécessité d'intégrer vos actions environnementales dans vos réponses au marché public va donc devenir incontournable. Alors, ce webinaire ce matin va aborder les obligations environnementales du titulaire de marché, les attentes des acheteurs publics, la valorisation par votre entreprise de ses engagements environnementaux dans le mémoire technique et bien sûr répondre à vos questions. Alors, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Marion Topena, spécialiste en droit public du cabinet Marolo Topena, avocat associé. Je la remercie pour sa présence. Vous pourrez poser vos questions en ligne comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne webconférence. Je passe la parole à Maître Topena. Merci. Bonjour, merci beaucoup Philippe pour la présentation. Alors effectivement, aujourd'hui, on va traiter des clauses environnementales dans les marchés publics. Philippe, vous parlez tout à l'heure de la loi climat et résilience, qu'on va bien développer, mais vous verrez qu'en matière environnementale, on a pléthore de textes juridiques qui viennent se superposer. Donc aujourd'hui, j'ai pas la prétention d'être exhaustive, mais je vais essayer de vous préciser au mieux quelles sont effectivement vos obligations environnementales, quelles sont les attentes de l'acheteur public, des acheteurs publics, et du coup, systématiquement, je vais essayer de vous préciser comment vous pouvez valoriser votre mémoire technique, votre offre technique en fait, et comment vous pouvez l'anticiper dans votre réponse pour justement mettre en valeur votre entreprise et faire mouche sur ces sujets-là pour tenter d'obtenir des marchés. Vous verrez qu'on va voir plusieurs thématiques. Là, je vous parle de la vision avant appel d'offres, c'est-à-dire au stade de la passation, c'est-à-dire comment vous valorisez vraiment votre mémoire technique. Mais vous allez voir aussi qu'il faut anticiper le stade de l'exécution. C'est vrai que de toute façon, vous devez toujours l'anticiper pour être capable de savoir si votre entreprise est capable de gérer l'exécution du marché. Mais si vous faites l'effort dès l'origine de lire les clauses qui sont liées à l'exécution du marché, ça vous donne aussi une idée de ce que vous devez préciser dans le mémoire technique pour pouvoir remporter l'appel d'offres, mais aussi ce que vous devrez anticiper concrètement pour être en mesure d'exécuter sereinement le marché public ou le contrat de la commande publique plus largement que vous serez tenu d'exécuter. Donc là, effectivement, on va se baser sur... on va d'abord traiter la question de l'aspect environnemental au stade de la passation de l'appel d'offres. Et on va parler des fameuses spécifications techniques. Alors, on est obligé de faire un peu de droit. J'ai essayé de limiter la casse, mais vous verrez que je suis obligée de revenir aux fondamentaux. Donc, on va traiter essentiellement de deux types de normes. Celles qui sont issues du Code de la commande publique et des CCAG. Mais aussi, on va parler pas mal du Code de l'environnement, évidemment, aujourd'hui, puisqu'on adore les renvois entre différents codes et les juxtapositions donc de législation, comme je vous le précisais en introduction. Donc, que vous dit l'article R2111-4 du Code de la commande publique? Je me permets de vous le lire. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés, ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie. Donc, vous voyez, on parle de la notion de cycle de vie sur laquelle on reviendra, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Donc jusque-là, c'est un blabla qui est assez intéressant, qu'on va essayer de concrétiser ensemble.
pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce que vous devez faire. Un exemple topique de spécification technique que vous allez avoir dans vos appels d'offres et auquel il faudra bien faire attention, c'est par exemple l'exigence par l'acheteur public que votre entreprise jouisse de normes ou de labels. Mais là, attention, l'acheteur public doit vraiment veiller à une égalité de traitement entre les candidats et un égal accès à la commande publique. Donc, l'acheteur public ne doit pas vous imposer une norme ou un label particulier ou spécifique. Il doit forcément vous dire, démontrez-nous que votre entreprise est labellisée de telle manière ou par un équivalent. Si vous voyez que dans un appel d'offres, on exige de vous une labellisation particulière, c'est une irrégularité qui est à relever. Je vais ensuite, pour que vous compreniez bien cette notion de spécification technique, vous faire un tour sur plusieurs secteurs d'activité. J'ai encore une fois pas la prétention de l'exhaustivité, mais on va essayer de faire. J'ai essayé de voir un petit panel d'activités telles que la restauration collective, la question de l'achat de flotte de véhicules, la question des marchés de travaux, etc. Pour que vous voyez justement qu'est-ce qu'on entend par spécification technique et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous et exiger de vous dans les marchés publics s'agissant de justement de l'intégration de l'environnement dans les 10 marchés. S'agissant par exemple de la restauration collective publique. Alors on vous parlait en introduction de la loi climat et résilience. Il y a une autre loi qui est tout aussi importante en matière de marché public et d'environnement, qui est la loi Egalim. Depuis le 1er janvier 2022, on impose, vous le savez sans doute bien mieux que moi, et bien que 20% de produits soient bio ou en transition vers le bio et que 50% de produits soient proposés, prennent en compte les externalités environnementales ou le bio, ou soit en transition avec le bio ou avec divers labels ou certifications. Donc, ça veut dire que entre 20 et 50% de vos produits, lorsque vous êtes en restauration collective, doivent tendre vers une proposition bio ou équivalente. Les 50% dont je vous parlais se décomposent ainsi. On va exiger de vous que 50% de la quote-part des produits que vous proposez soit en bio ou dit en conversion. Et conversion de quoi? Eh bien, de produits qui sont acquis selon des modalités qui prennent en compte les coûts imputés aux externalités environnementales. Alors là encore, c'est un très joli mot. Qu'est-ce qu'on entend par externalité environnementale? Ça va être vraiment la prise en compte du cycle de vie du produit et de ses moyens de production et d'approvisionnement. Je vous donne un exemple topique. En matière de restauration collective, j'avais déjà eu le cas d'un acheteur qui exigeait qu'il y ait s'agissant de la prise en compte du CO2 et des modalités de livraison sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, eh bien, il exigeait une prise en compte qu'au stade entre la réalisation du produit et la livraison du produit en restauration collective, puisque vous savez sans doute que ce type de contrat, ça peut faire soit l'objet d'un marché public, soit l'objet d'une DSP, donc d'une délégation de service public, selon ce que propose ou pas selon ce que souhaite la personne publique. Lorsque vous êtes sur, par exemple, un marché public de restauration collective, donc vous allez avoir le stade préparation puis le stade livraison. Là, dans le contrat de la commande publique, l'acheteur public prenait en compte uniquement la question du CO2 et de l'approvisionnement du produit depuis la cantine où il était réalisé et le point de livraison, à savoir la restauration collective. Pourquoi ça n'allait pas et pourquoi ce n'était pas satisfaisant, et donc là, à vous de le voir et de vous poser les bonnes questions, c'est qu'évidemment, si on ne prend pas en compte non plus la question du point d'acheminement de la matière première jusqu'au lieu de réalisation,
Du coup, on oublie un peu le critère principal qui est la question ou pas des émissions de CO2, de la réalisation du produit. Enfin, si vous savez, il y a par exemple toute la question des avocats qui font 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos assiettes. Oui, effectivement, si de la cantine au lieu de restauration collective, on a très peu de kilomètres, c'est ma foi très bien. Mais si entre-temps, il a fait 3 fois le tour du monde, comme je vous l'expliquais, est-ce qu'on a vraiment un produit dont on peut se prévaloir de son caractère respectueux de l'environnement? Bon, c'est à voir. Donc ça, c'est des éléments que vous devez regarder dans le marché auquel vous entendez candidater, quitte à relever ces questions-là dans le cadre des questions que vous pouvez poser à la personne publique. S'agissant maintenant de la restauration collective et spécifiquement des plastiques, alors là, vous savez qu'il y a 2 dates, sans doute. La première date qui est d'ores et déjà dépassée, mais que je me permets de rappeler parce qu'elle est importante. Au plus tard, le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction d'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'État dans le département. Et ensuite, surtout la date qui nous intéresse et que je me permets du coup de soumettre à votre attention, c'est la date butoir du 1er janvier 2025. Le Code de l'environnement à cet égard vous précise qu'à compter, et au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. Donc là, c'est vraiment important pour vous de le savoir, puisque si vous exercez dans ce cœur d'activité, vous devez évidemment être à jour aux dates précitées, parce que là, vous risquez de voir votre offre être rejetée pour irrégularité, puisqu'en fait, vous ne répondrez pas aux besoins de l'acheteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que si vous êtes d'ores et déjà à jour, et ça vaut pour tous les marchés publics, quelle que soit votre sphère d'activité, vous devez, dans votre mémoire technique, mettre en avant justement tout ce que vous faites au sein de votre entreprise dans le cadre de l'exécution de vos marchés pour justement limiter la consommation des plastiques et l'interdire quand vous devez le faire. Et donc préciser quelles sont vos modalités de travail, d'exercice, qu'est-ce que vous mettez en place en lieu et place de ces fameux plastiques. S'agissant maintenant d'un autre secteur d'activité qui va être celui qui sera lié aux logiciels, aux appareils et plus largement aux équipements électriques ou électroniques. Là, encore une fois, on va se référer à une autre loi que celle de la loi climat et résilience qui est tout aussi importante. C'est la loi de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire que vous connaissez sous le nom de loi AGEC et plus particulièrement on va se référer à l'article 55. La date butoir que vous devez connaître, puisqu'elle est expirée, s'agissant en tout cas de l'État et de ses établissements publics. C'est pas encore le cas pour les collectivités territoriales, donc c'est pour ça que je me permets de le soumettre à votre attention. On vous dit, à compter du 1er janvier 2021, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Donc, c'est toute la question des clauses environnementales qu'on va insérer dans les cahiers des charges ou donc dans votre contrat de concession ou dans votre CCAP ou CCTP. Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique liée à leur utilisation. Donc, vous voyez que la question des plastiques, la question des déchets, la question aussi de la consommation énergétique vient intégrer tous les pans des marchés publics
et de leur mise en œuvre, et donc potentiellement tous les types d'activités que vous êtes susceptibles d'exercer. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Vous savez que systématiquement, donc on parle du 1er janvier 2021, vous avez des hypothèses dans lesquelles cette date n'est pas encore tout à fait respectée. Nul besoin de les préciser ici parce que là, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut qu'au cas par cas, dès que vous recevez votre alerte, attention, appel d'offres de telle commune ou de tel EPCI, vous vous jetiez dessus puisque vous devez anticiper votre réponse à l'appel d'offres. Et là, vous devez décortiquer. Et donc, la manière de valoriser pour vous votre offre est la suivante. C'est dès que vous voyez des éléments liés à l'environnement, notamment la question des plastiques à usage unique, la question des productions de déchets, ça veut dire que vous devez faire un effort extrêmement précis sur le détail de cette valorisation dans votre mémoire technique, de façon à attirer l'œil en fait de la personne publique et de voir que on n'est pas simplement sur du greenwashing, c'est-à-dire vous savez sans doute ce que j'entends par greenwashing. Greenwashing, c'est toute la culture actuelle aussi très marketing en fait, qui consiste à dire moi je fais du bio, moi je travaille dans le respect de l'environnement, mais concrètement pas du tout. Je vous donne un exemple topique pour le dernier paragraphe qui est lié au logiciel. Moi, par exemple, en tant qu'avocat, je candidate à des marchés publics de prestations juridiques, d'accord. Dans ce cadre-là, on me demande à moi aussi, eh bien, de préciser ce que j'entends, qu'est-ce que je fais comme effort pour l'environnement, et l'effort qu'on me demande le plus souvent, c'est de restreindre le nombre d'impressions que je réalise, de voir si je ne peux pas travailler directement depuis l'ordinateur. Tout ça est très bien, mais on sait très bien aussi que le stockage de nos informations en ligne sont très énergivores. Et donc, du coup, j'essaye de transposer les dispositions qu'on a là pour les logiciels que j'utilise aussi, parce que moi, j'utilise aussi des logiciels comme vous, entreprise, ne serait-ce que des logiciels de comptabilité, d'émission de factures, etc., qui sont énergivores, et j'essaye de présenter à la personne publique, dans mon mémoire technique, des précisions sur la consommation réelle de ces éléments-là pour justement démontrer que je fais attention lorsque je choisis moi aussi mes fournisseurs, comme vous le faites, et je choisis des prestataires qui prennent en compte ces éléments liés à l'environnement. Autre secteur d'activité, vous voyez, j'essaye de vous faire un panel assez large, la question des pneus. Question des pneus qui est réglée par le code de la commande publique. Vous avez tous les éléments dans le PowerPoint qui a dû vous être transmis et qui vous sera transmis. On vous précise que dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechappés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Donc, les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le principe de base est que lorsqu'une personne publique doit s'équiper en pneus, alors soit elle va acheter une flotte de véhicules, soit elle va louer une flotte de véhicules, soit elle a déjà son patrimoine et elle a besoin juste de racheter pour sa flotte de véhicules des pneus. Donc, on a 3 hypothèses différentes. Dans tous les cas, elle doit prendre en compte la question des pneus réchappés dans son marché. Ça veut dire que vraiment, si c'est pas le cas, son marché est illégal. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une force de frappe sur votre mémoire technique pour être capable de préciser comment vous travaillez dans ce cadre-là. Et prenant un autre exemple, imaginons qu'on soit sur un marché public de prestation de services de livraison. D'accord, on n'est pas typiquement sur un marché public dédié aux pneus, on est bien d'accord. Votre prestation de service consiste à livrer du point A au point B. Il peut être quand même extrêmement intéressant d'avoir un passage dans le mémoire technique où vous précisez quelle est votre flotte de véhicules. Bon, ça, vous n'avez pas spécialement besoin de moi pour le savoir, mais vraiment d'entrer dans des détails précis sur comment vous entretenez le dit véhicule, quel type de pneus vous utilisez, quels sont les changements que vous exercez et quel type de pneus vous privilégiez ou pas. Et tout ça pour augmenter qualitativement votre offre. Au niveau environnemental, j'entends.
S'agissant maintenant, autre exemple, des opérations de construction ou de rénovation. Vous savez que la question de la rénovation est très importante aujourd'hui, puisque on sait qu'il y a une crise du logement en France, crise qui va s'accentuer, et l'objectif est du coup de enfin réaliser qu'on a un patrimoine existant et qu'en fait, il faut penser à le rénover, le réhabiliter. Vous savez que les acteurs publics sont très importants sur le domaine et si vous êtes entrepreneur de travaux, vous êtes susceptible de candidater à ce type de marché, y compris dans leur version à l'outil, lot par lot. Bon, là, il faut savoir qu'encore une fois, vous allez avoir le code de l'environnement qui va s'imposer à vous. Notamment l'article L228-4 du code de l'environnement, dont je vous ai reproduit simplement une partie dans le PowerPoint puisqu'il est très long et je vais me permettre de vous lire encore une fois ces dispositions pour vous les préciser. On vous dit la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Donc biosourcé, rappelez-vous, un produit biosourcé, c'est un produit d'origine naturelle ou animale. Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions à gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources environnementales. À compter du 1er janvier 2030, donc là pareil, gardez le PowerPoint pour vous référer aux dates et surtout je précise que ces dates sont amenées à évoluer. Donc, soyez férus du suivi de votre actualité parce que ça peut encore varier. Donc, je répète, à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas carbone intervient dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Et donc là, après, vous avez le Conseil d'État qui va vous préciser les modalités d'application de l'article, et notamment la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, quand vous arrivez au seuil d'obligation, vous devez prévoir et bien préciser dans vos mémoires techniques qu'est-ce qui provient du biosourcé, qu'est-ce qui n'en provient pas. J'aurais tendance à dire soyez pédagogue et didactique parce qu'en face de vous, vous avez donc évidemment des acheteurs publics, mais vous pouvez dans le cadre de ces acheteurs publics, avoir des personnes qui ne connaissent pas votre métier, qui ne le comprennent pas. Et au même titre que moi, je dois faciliter la compréhension à un juge lorsque je suis en contentieux devant lui et que je dois lui préciser quel est votre métier lorsque je vous défends sur des questions d'étanchéité, de restauration collective ou autre. Vous devez démocratiser et vulgariser votre activité auprès de l'acheteur public. Donc là, typiquement, valoriser votre mémoire technique, je ne sais pas, un camembert de couleur pour bien comprendre qu'est-ce qui est biosourcé, qu'est-ce qui n'est pas, et dans le biosourcé, qu'est-ce que vous entendez par là. Sachez aussi que maintenant, et c'est intéressant, les personnes publiques ont de plus en plus recours à des marchés publics en version négociée. Le code de la commande publique est un petit peu plus souple que les législations précédentes sur la question. Soyez force de proposition, enfin de démocratisation plutôt sur ces questions aussi lors de la négo. S'agissant maintenant des flottes de véhicules. Donc, si vous, votre rôle est justement de vendre ou de proposer en leasing à l'achat ou sous toute autre forme de modalité une flotte de véhicules à une personne publique, eh bien, vous allez avoir des obligations qui vont s'imposer à vous. Donc, pour les collectivités territoriales, les groupements et leurs EP, donc leurs établissements publics, lorsqu'on va considérer qu'ils gèrent un parc de plus de 20 véhicules pour des activités qui n'appartiennent pas au secteur concurrentiel, ils vont avoir un calendrier à respecter sur les véhicules à faible émission ou à très faible émission de gaz à effet de serre. Donc, je vous ai mis les tableaux sur le PowerPoint avec des dates, vous voyez, qui varient tout le temps selon le type d'activité, le type d'émission, etc. S'agissant des flottes de véhicules et pour les faibles émissions à gaz à effet de serre, on va exiger que vous proposiez une flotte qui comprend de faibles émissions à gaz à effet de serre pour 30% jusqu'au 31 décembre 2024.
pour 40% de votre flotte du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et pour 70% à compter du 1er janvier 2030. Pour les émissions de très faibles émissions à gaz à effet de serre, on va exiger de vous du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, attention, le chiffre est précis, de très faibles émissions, enfin une flotte proposant notamment une partie à très faible émission à gaz à effet de serre de 37,4% et au-delà, à compter du 1er janvier 2030, à 40% et plus. Alors là, vous pouvez très bien me répondre et à très juste titre, bon ben ma foi, c'est très bien tous ces pourcentages, mais qu'est-ce qu'on entend par faible émission à gaz à effet de serre et très faible émission à gaz à effet de serre? Eh bien là, je vous laisse le plaisir et le loisir d'ouvrir toutes les dispositions particulières prévues par décret et arrêtées sur la question des flottes et de leur gabarit, des catégories de véhicules, puisque là, tout cela va varier selon le type d'activité. Donc, vous sentez bien que tout ça est kafkaïen. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela va vous imposer, vous, de travailler, de vérifier les textes systématiquement pour voir quel pourcentage vous est imposé, qu'est-ce qu'on entend dans ce pourcentage, et surtout, ensuite, de le redigérer et de l'impacter dans votre mémoire technique pour bien le préciser de manière très claire. Et pour le préciser clair, il va falloir être beaucoup plus clair que ce que je ne le suis présentement, j'en suis consciente. Et pareil, dans votre mémoire technique, essayez d'être le plus visuel possible. Là, vous êtes à 30%. 30% de quoi? Qu'est-ce qu'on entend par faible émission de gaz à effet de serre, etc. Sachant que du coup, après, il y a d'autres questions qui vont se poser. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous ayez une flotte de véhicules qui fonctionne à l'éthanol. L'éthanol, on considère à l'heure actuelle que c'est très intéressant, c'est peu taxé. Pourquoi c'est peu taxé? Parce que on considère que n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc techniquement, c'est génial. Bon, parfait. Donc là, ce critère-là, vous allez sans doute le remplir. Sauf que vous savez bien mieux que moi qu'en revanche, il y a un autre coût lié à l'éthanol. Si vous regardez d'ailleurs le prix de l'éthanol, qu'est-ce qui justifie que le prix de l'éthanol soit si peu élevé? C'est simplement parce que l'État ne le taxe pas, ou peu. Mais en termes de coût de production, c'est aussi cher, et de coût environnemental, c'est aussi cher que le pétrole. Pourquoi? Parce que ça va nécessiter, je sais pas, pour tout ou partie de l'éthanol qui provient notamment de la vous savez, de la culture des betteraves, on va avoir une irrigation intensive, on va avoir des pesticides, vous voyez, il y a un autre coût en fait qui est pris en compte. Donc du coup, pensez bien à peut-être dans votre mémoire technique à expliquer l'intégralité du cycle de vie du produit. Et si c'est le cas, et s'il y a une phase, si vous pouvez démontrer que vous êtes sur un produit qui est propre de A à Z, alors vous allez me dire, je rêve sans doute, mais qui est le plus propre possible, peut-être détailler l'intégralité de ces éléments-là dans votre mémoire technique. Exemple, vous savez qu'on fait des allers-retours constants sur le nucléaire, le pas nucléaire. À l'heure actuelle, on considère quand même que le nucléaire est la forme d'énergie la plus propre. Évidemment, ce qui pose le plus de problèmes, ce sont les déchets. Très bien. Toujours est-il qu'on nous vend une question de flotte électrique en totalité électrique pour, je sais plus, j'ai même plus les chiffres en tête. Est-ce que c'est 2025, 2030 sur l'intégralité du territoire national? Vous et moi, vous savez très bien qu'on n'y parviendra pas, vu l'état de l'énergie en France et de nos capacités de production. Donc le tout électrique, ça pose question aussi. Quelles sont les alternatives possibles? Donc c'est vraiment des questions qui sont d'enjeu. Et par ailleurs, la question de l'électrique pose aussi des questions en termes de création des véhicules dits électriques et de leur recyclage. Donc, je suis pas là, si vous voulez, le but, c'est attention, je vous fais pas de la religion environnementale aujourd'hui, je suis pas là pour vous dire, passez tous au tout électrique. Non, attention, il faut voir l'intégralité du cycle de vie du produit, encore une fois.
S'agissant spécifiquement de la performance environnementale des produits, là, le Code de l'environnement vous précise, la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Je vous le précisais à l'instant et je vais réinsister dessus. Pour vous donner un exemple, autre secteur d'activité, les marchés publics de fourniture. Alors, marché public de fourniture, effectivement, j'en ai peu parlé pour l'instant. Vous avez la loi AGEC qui vous impose, qui impose plutôt aux acheteurs publics depuis le 1er janvier 2021, c'est-à-dire à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, d'acheter des biens issus du réemploi, de la réutilisation, qui intègrent des matières premières recyclées dans des proportions allant de 20 à 40% selon le type de produit. Donc là, pareil, soyez vigilants. Vous avez en fait, pour l'instant, 37 produits ou catégories de produits qui sont répartis eux-mêmes en 17 familles qui doivent être issues du réemploi ou de la réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées, donc selon un taux dont je vous précisais qu'il était compris entre 20 et 40%. Alors, je vous donne des exemples topiques que vous retrouverez pour le coup facilement en ligne. On va se poser la question des vêtements, les sacs d'emballage, les fournitures de bureau, le mobilier urbain, etc. Peut-être que votre plus-value sur ces questions-là, puisqu'on parle de cycle de vie, de réemploi, si on prend la question du vêtement, je pense par exemple au secteur... prenons la question des marchés publics de travaux. Lorsque vous avez des ouvriers qui travaillent sur place, qui vont travailler sur la gestion des déchets ou sur la gestion des déchets amiantés encore plus, peut-être faire un focus sur les vêtements que vous utilisez. Même si on n'est pas donc du coup sur un marché public de fourniture, mais sur un marché public de travaux, et mettre en exergue dans votre mémoire technique, quel type de vêtements vous utilisez, quel type d'emballage vous utilisez également, et vous inspirer de tout ça pour valoriser votre mémoire technique en matière de marché public de travaux. S'agissant des marchés publics de fourniture sur lesquels là je me positionne spécifiquement, regarde la loi AGEC, là, vous devez encore une fois être très didactique dans votre mémoire technique et faire des focus spécifiques sur le type de produit que vous utilisez, le cycle de vie que vous respectez au regard du produit. Est-ce que les sacs d'emballage sont réutilisables? Comment ont-ils été produits? D'où viennent-ils? Etc. S'agissant maintenant des critères d'attribution des offres. Pour cela, du coup, jusque-là, je vous parlais de toutes les spécifications techniques qui peuvent vous être imposées dans le cadre des marchés publics. Et ensuite, cela va se traduire dans les critères qui vont permettre à l'acheteur public de vous classer, de vous différencier et de choisir le concurrent qui correspond le mieux à ses besoins. Donc, vous savez, on vous l'a dit, Philippe vous l'a expliqué en propos introductif, vous avez l'article 35 de la loi Climat et Résilience qui impose en fait de définir un critère environnemental concernant les caractéristiques environnementales de l'offre. Plus exactement, à compter du 21 août 2026, l'ensemble des procédures de passation des contrats de la commande publique devra inclure au moins un critère de sélection des offres relatif aux caractéristiques environnementales de l'offre. Donc, cette obligation, je vous l'ai mis dans le PowerPoint et vous pourrez la retrouver. Elle est prévue tout à la fois au contrat de commande publique, marché public, mais également c'est applicable également au contrat de concession. Je vais vous donner maintenant des exemples de critères d'analyse des offres. Donc, on va pouvoir exiger de vous, que vous nous précisiez si vos produits sont issus de l'agriculture biologique, quel est le bilan carbone et la motorisation de l'offre, des éléments de l'offre que vous présentez, quels sont les circuits que vous utilisez, est-ce qu'il s'agit de circuits courts, comment vous les détaillez. Il faut donc les valoriser dans vos mémoires techniques. Est-ce que vous faites ou pas, comme je le précisais plus en amont, une approche au cycle de vie de votre produit,
Vous pouvez même, on peut même exiger que de votre part que vous proposiez une visite du lieu de production. Vous pouvez même le suggérer dans votre mémoire technique. Quelles sont les externalités induites, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, que vous allez sous-traiter. Bon, ça évidemment, la sous-traitance dans les marchés publics, hein, ça peut faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul, mais préciser là où vous pouvez faire des efforts, là où vous pouvez être force de proposition sur ces critères-là, et ce qui malheureusement n'est pas à l'heure actuelle susceptible de faire l'objet d'une prise en compte environnementale, bien distinguer et étayer les deux. La question de la saisonnalité aussi, quels efforts vous pouvez faire sur ces questions-là, je pense évidemment en matière alimentaire. Et enfin, la question, on en parlait à titre introductif, des normes et labels dont vous pourriez jouir et que vous devrez mettre en avant. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait préciser dans un mémoire technique pourquoi vous avez fait le choix de telle labellisation plutôt qu'une autre, parce qu'elle vous paraissait plus pertinente, par exemple sur la question du bio, encore une fois, elle vous paraît plus pertinente sur l'ensemble du cycle de vie du produit et pas seulement sur ses modalités de production, mais également ses modalités de livraison, la question du circuit court qu'on évoquait tout à l'heure. Je vous donne des exemples maintenant pour que ça vous paraisse un peu concret et que vous ayez un focus, que vous y soyez attentif lorsque vous découvrez l'appel d'offres auquel vous devez candidater. Exemple topique d'un cahier des charges à propos d'une concession de service. L'acheteur peut vous demander, enfin en l'occurrence le concédant peut vous demander la chose suivante. Le candidat doit détailler dans son mémoire technique sa démarche respectueuse de l'environnement en spécifiant les mesures liées aux économies d'énergie et au caractère recyclable des matériaux utilisés. Comment dans votre entreprise, comment dans l'exécution de votre contrat de concession, vous pouvez être moins énergivore, plus respectueux des ressources énergétiques, quels sont les matériaux que vous utilisez, est-ce que vous pouvez les détailler de manière pédagogue. Exemple en marché public de travaux, là je vous donne un exemple en marché public de travaux de voirie, d'accord, donc de la réfection de voirie. On peut avoir, donc vous savez que les différents critères font l'objet d'une notation différente. Je vous donne un exemple. Mettant que globalement, vous soyez noté sur 100 points, vous pouvez avoir très bien 12 points qui vont être dédiés aux critères développement durable, répartis comme suit. Quelles vont être les mesures spécifiques que vous allez prendre dans le cadre de la protection de l'environnement. Donc là, ça va être 2 points sur 12. Donc là, tous les points sont bons à prendre. Donc soyez pédagogue. Encore une fois, j'insiste, mais c'est important. Et illustrez bien votre propos et précisez-le et prouvez-le aussi dans votre mémoire technique. Comment vous gérez les déchets de chantier, ça 2 points sur 12. Alors là, vous savez que le Code de l'environnement vous impose des obligations en matière de gestion des déchets. Donc ça, de toute façon, vous y êtes de toute façon assujetti, mais comment concrètement vous le mettez en œuvre et comment vous gérez votre recyclage ou la mise en œuvre de cette gestion des déchets. Est-ce que vous vous adressez plutôt je sais pas, à telle décharge plutôt qu'à une autre pour telle ou telle raison. Ça aussi, c'est à préciser. Et enfin, vous pouvez être noté, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même vraiment pris en compte de manière souvent notable, enfin substantielle dans la notation par les acheteurs, la question du bilan carbone de votre chantier qui va être noté sur 8 points sur 12. Donc concrètement, comment vous pouvez faire pour être le moins créateur possible de CO2 ou en tout cas limiter les émissions de CO2. Alors là encore une fois, je vous renvoie aux questions de bonne pratique. Alors est-ce que ça va être l'électrique, est-ce que ça va être l'éthanol, est-ce que ça va être le diesel mais avec un contrôle extrêmement régulier pour limiter, pour assurer la maintenance de votre flotte et éviter les émissions. Est-ce que ça va être un envoi à une décharge extrêmement près pour limiter justement vos déplacements?
Ou alors, est-ce que certains d'entre vous aussi, ça je vois ça très souvent en matière de marché public de travaux, travaillent avec une décharge en particulier et en fait, vous avez tendance, et c'est très intéressant, à la fois pour vous, à la fois pour la décharge et pour les acheteurs aussi, vous mutualisez tout, les déchets issus de vos marchés publics de travaux et ensuite vous amenez tout à la décharge pour limiter aussi le nombre de déplacements. Et dans ces cas-là, ça, c'est à noter, c'est à valoriser et vous le précisez dans votre marché. Et vous le détaillez bien dans le mémoire technique et vous le précisez aussi au niveau de l'offre financière. Ça vous permet peut-être d'être plus compétitif puisque du coup, vous allez répartir le coût entre les différents acheteurs publics ou privés pour lesquels vous travaillez. Donc ça, vous voyez, vous pouvez gagner sur les deux plans. S'agissant spécifiquement des clauses d'exécution et de leur suivi, alors encore une fois, je vous parlais de l'article 35 de la loi climat et résilience, donc là je vais passer, mais je vous le répète, effectivement, celle-ci, elle va vous imposer d'être extrêmement précautionneux en matière d'environnement et extrêmement didactique à l'égard de l'acheteur public dès 2026 et donc de concrètement prendre en compte la question de l'environnement dans vos pratiques en matière de marché public. Et vous avez ensuite la loi climat et résilience qui est venue impacter tous nos CCAG. Et donc, je vais essayer ensuite d'être un peu plus précise par CCAG. Vous avez dans vos CCAG une clause dite environnementale générale qui prévoit que les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché et que ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives et faire l'objet d'un contrôle effectif. Donc là, typiquement, si vous vous rendez compte que cette obligation de contrôle, elle y est, donc il va falloir évidemment que vous l'anticipiez, mais mettons qu'elle ne soit pas forcément valorisée spécifiquement au stade de l'analyse des offres et des critères de sélection de votre offre. Eh bien, dans les critères qui sont liés à l'environnement, bien que cela ne soit pas spécifiquement précisé au niveau s'agissant du contrôle, faites dans les critères de l'environnement des focus spécifiques sur, voilà, moi, voici ma pratique, voici comment vous pourrez la contrôler dans le cadre de l'exécution de votre, du marché si je l'obtiens, et voici tous les éléments probatoires que j'ai à vous soumettre. Maintenant, je vais vous préciser, par exemple, je vais vous faire des précisions pour 3 catégories particulières que sont les emballages, les livraisons et ensuite les déchets. S'agissant des emballages, je vous ai mis les articles spécifiques pour chacun des CCAG. Donc, CCAG travaux, CCAG surtout fournitures courantes et services, les CCAG propriété intellectuelle où là on va avoir des questions, les CCAG éthiques, etc. Donc vous avez les références là. Donc vous savez que les CCAG vous imposent l'utilisation d'emballages réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés, je vous le disais initialement. Ces emballages, vous le savez, restent la propriété du titulaire du marché, c'est-à-dire vous, et vous avez l'obligation de les collecter en vue de leur recyclage. Le CCAG va vous inciter également à réduire les emballages en quantité, en volume et en poids. Donc tout ça, si vous l'anticipez, vous devez de toute façon l'anticiper, vous n'avez pas le choix, mais si vous n'avez pas de précision supplémentaire dans votre CCAP, cahier des clauses administratives particulières, vous devez, mais dans votre intérêt pour obtenir le marché, valoriser quand même cette question-là au stade critères de sélection de votre offre, gestion des DG. S'agissant des emballages, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes pratiques? Faites un focus dessus. Donc, vous voyez, ça vous prend du temps, mais en fait, ça prend du temps sur votre matrice principale en fait, de candidature à un marché public. Une fois que vous avez votre procédure interne et procédure d'exécution qui est cadrée sur toutes ces questions environnementales, vous n'avez qu'à décupler et améliorer au gré de chacun des marchés. Donc, c'est un gros travail initial, comme lorsque vous êtes passé à la dématérialisation qui a été difficile ou au début compliqué pour beaucoup d'entre vous. Et puis, une fois que ça rentre dans les mœurs, vous y êtes. Donc, du coup, c'est surtout anticiper ce travail en amont
pour être réactif et force de proposition dans votre réponse et dans votre mémoire technique. S'agissant maintenant des questions de livraison, tous les CCAG, sauf maîtrise d'œuvre et travaux, ont intégré une clause qui vise à réduire l'impact environnemental des conditions de livraison qui sont mises en œuvre au titre de l'exécution du marché. Exemple, vous, titulaire du marché, vous devez éviter la circulation durant les heures de pointe. Vous allez me dire, c'est d'une pratique absolue, puisque vous ne travaillez pas, sauf erreur, certains marchés la nuit, mais bon, voilà. Vous devez privilégier le transport groupé. Donc ça, on en parlait par exemple tout à l'heure aussi pour l'envoi la gestion de vos déchets. Vous devez privilégier aussi l'utilisation de véhicules à faible émission de CO2. Si la personne publique ne prévoit pas un planning de livraison, en général, c'est ce qu'on lui conseille quand on aide des personnes publiques à monter un marché public. Si elle ne le fait pas, soyez force de proposition et précisez, vous, quel est votre planning et comment vous entendez le mettre en œuvre pour justement répondre aux spécifications qui sont quand même assez générales des 10 CCAG, s'il y a rien de plus précis dans votre CCAP. Et enfin, et j'en terminerai par là, les déchets. Alors là, vous avez deux types de spécifications. Celles qui sont liées au CCAG des travaux maîtrise d'œuvre et celles qui vont être liées plutôt au CCAG prestations de services, fournitures courantes, etc. S'agissant des CCAG travaux, alors CCAG travaux, le CCAG travaux de 2021, là-dessus, en fait, il pousse ce que vous connaissiez déjà avec le CCAG 2009 qui a été modifié en 2014. Donc là, la gestion des déchets de chantier, je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous la connaissez très bien, mais je vais juste préciser 2 points. Donc d'une part, le CCAG travaux 2021, il reprend les clauses du CCAG de 2009 s'agissant de la responsabilité du maître d'ouvrage. Donc votre maître d'ouvrage, il est producteur de déchets. Vous, titulaire, au sens du Code de l'environnement, vous êtes détenteur du déchet. Vous devez assurer la traçabilité et le suivi de ces déchets. Vous devez mettre en place des bordereaux de suivi des déchets qui soient conformes à la réglementation et à l'obligation pour maître d'ouvrage de transmettre aux titulaires toute information utile pour la valorisation des déchets qui sont produits par le chantier. Vous avez l'obligation de communiquer à votre maître d'ouvrage au-delà de ces éléments de traçabilité des déchets, eh bien, un schéma d'organisation et de gestion des déchets pendant la période de préparation du marché, ou au moins dans un délai de 2 mois à compter de la notification du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le stade d'exécution. Vous allez me dire, c'est bon, on a eu le marché, on se débrouille. Ok, très bien. Mais si vous l'anticipez, déjà, pour vous, au stade de l'exécution, ce sera plus facile. Mais surtout, au stade de la préparation de l'appel d'offres et au stade de votre candidature, si vous détaillez d'ores et déjà ce schéma, comment vous le gérez, on voit que vous avez la culture, que vous la prenez réellement en compte. Et vous pouvez vraiment avoir un mémoire qui se distingue de vos concurrents. Sachez aussi que de toute façon, on fonctionne comme ça, carotte, bâton. Si vous ne transmettez pas ce schéma, vous devrez de toute façon le transmettre à l'issue d'une mise en demeure qui pourra vous être faite par le titulaire du marché. Et surtout, vous serez soumis à des pénalités en cas de non-respect. Vous voyez qu'il y a une sanction quand même financière derrière. S'agissant maintenant, et j'en terminerai par là et je terminerai ainsi mon intervention aujourd'hui, s'agissant de la gestion des déchets dans les CCAG, notamment fournitures courantes et services, le titulaire du marché est responsable de la valorisation ou de l'élimination des déchets qui sont générés par l'exécution des prestations pendant toute la durée du marché. Vous êtes chargé de la collecte, du transport, de l'entreposage, du tri et de l'évacuation des déchets conformément à la réglementation en vigueur. Et vous avez l'obligation, sur demande de l'acheteur, de produire tout justificatif de traçabilité des déchets. Donc, encore une fois, puisque vous aurez l'obligation de le faire, si ce n'est pas suffisamment valorisé ou détaillé dans les critères d'analyse des offres, faites-en un focus dans votre mémoire technique.
et expliquez-le à l'acheteur pour que vous puissiez justement vous distinguer de vos concurrents, obtenir le marché et en même temps ne pas simplement vous en tenir à du greenwashing, mais vraiment mettre en œuvre ces obligations environnementales. Donc voilà, je suis allée un peu vite peut-être sur tous les secteurs. J'ai essayé de vous proposer un panel un peu large de secteurs. J'ai encore une fois pas la prétention d'avoir été exhaustive, mais selon moi, il y a 2 éléments à retenir. Premier élément, vous voyez que la législation est pléthore et multiple. Vous avez vu qu'il y a des dates couperées dans tous les sens, donc suivez l'actualité. Et deuxième chose, mais ça vaut quel que soit le type de marché auquel vous candidatez et qu'il y ait une question environnementale ou pas, anticipez votre réponse aux appels d'offres. Et puisque maintenant vous devez intégrer cette notion environnementale, anticipez la question de l'environnement dans l'exécution de vos marchés, mettez en place des procédures internes, cadrez ces procédures, établissez-les sur le papier et ensuite, comme ça, vous pourrez simplement les reporter dans votre mémoire technique et vous différencier de vos concurrents. Voilà, je vous remercie. J'ai fini mon monologue. Merci Marion pour cette présentation très complète. Et puis, alors, ça va être le moment des questions. Alors, il y en a quelques-unes. Oui. Alors, selon le degré de technicité, on pourrait y revenir plus tard en aparté. Alors, première question, on commence à voir apparaître l'exigence dans le règlement de consultation de labels style EcoVadis. Est-ce que cela l'emporte, ou en tout cas, ça emporte-t-il de s'abstenir de démontrer ou d'approfondir des mesures mises en place dans l'entreprise? Au contraire, oui, alors la question est très pertinente. Donc, quand la personne publique, quand l'acheteur vous demande l'exigence d'un label et quand elle vous dit bien style EcoVadis, première chose, ça veut dire que ça sera soit ce label, soit tout autre label équivalent. Mais du coup, pour répondre à votre question, oui, cela exige de votre part de préciser dans votre mémoire technique pourquoi vous avez choisi tel ou tel label et comment justement vous le mettez en place et vous le mettez en œuvre effectivement dans votre entreprise. Soyez vraiment très précis là-dessus. Alors, une question qui en découle un peu, mais dans le cas où l'entreprise a une certification de type 14001, est-ce que cela peut se substituer et remplacer aux argumentaires économiques d'énergie? Ou au contraire, il faut continuer, pareil, expliciter pour aller plus loin? Alors là, comme ça, je suis incapable de vous dire si la certification est équivalente au dit label. Ça, c'est vraiment un point à vérifier. Dans tous les cas, je vous conseille systématiquement de l'approfondir et de préciser, de le préciser dans votre mémoire technique. Merci Marion. Alors, autre question. Comment formuler ces réponses dans le cadre d'un schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables, et plus particulièrement la matérialité des actions qui sont minimes, qui peuvent être minimes? Alors, ce qui est assez intéressant avec les spazeurs, effectivement, ils se mettent de plus en plus en place. Moi, j'ai en tête un qui est pas mal foutu de la métropole, Aix-Marseille-Provence. En fait, si vous voulez, vous, de toute façon, ce qui vous sera opposable, c'est pas tant si c'est le spazeur, mais au travers des documents de la consultation. Donc, en fait, le spazer, c'est surtout un document qui est primordial pour l'acheteur public parce que du coup, il va s'en servir pour monter son marché de manière la plus pertinente possible et la plus intéressante pour lui. Vous, le spazer, il va avoir deux intérêts. Premier intérêt, soit vous en prenez connaissance avant, parce qu'effectivement, ce sont des éléments communicables, et vous voyez comment vous pouvez valoriser votre offre au regard de ce spazer, mais surtout revenez-en toujours à ce qui vous est demandé par l'acheteur public dans le règlement de la consultation et dans les critères d'analyse des offres. Si vous trouvez que ce qui est demandé dans les critères de sélection est trop vague, par exemple, qu'est-ce que vous faites en matière de protection de l'environnement et qu'on est sous spazer, remontez sur le spazer pour voir un peu ce qu'attend et ce que privilégie la personne publique. Cela va vous donner des idées précises pour ensuite préciser votre offre technique. Voilà. Alors, après une dernière question, parce que l'heure tourne, est-ce que ça permettra de conclure? Est-ce que vous pouvez rappeler la chaîne de décision dans le cadre d'un appel d'offres? Alors, la chaîne de décision dans le cadre d'un appel d'offres. Alors, vous avez
Donc le politique, c'est-à-dire l'exécutif qui va décider de la mise en œuvre d'un appel d'offres. Généralement, ça va être lancé par suite à une délibération de l'organe délibérant, donc exemple conseil municipal, conseil communautaire ou métropolitain. Ensuite, donc l'appel d'offres va être lancé, et là va se poser la question ou pas, donc vous négociez pas. Bon, bref, on arrive ensuite à la mise en place d'une commission d'appel d'offres qui va classer les dites offres. Au final, sachez toujours que les élus ont le dernier mot sur les classements qui sont réalisés par la commission d'appel d'offres. Et ensuite, vous allez avoir l'organe délibérant qui va se prononcer sur le classement qui est proposé et qui va l'entériner, et ce qui va permettre à l'exécutif de pouvoir signer le marché. C'est peut-être un peu rapide, mais voilà. Et ensuite, oui, dernière chose, sachez-le, ça part ensuite au contrôle de légalité, donc en préfecture. Et si c'est pas déféré, c'est que tout va bien. Voilà. Merci Marion. On va conclure sur cette dernière question. Juste pour votre information, le MEDEF vient de publier un guide qui dresse un panorama des acteurs nationaux et territoriaux de la transition écologique et décrypte les financements disponibles pour les TPE-PME. Vous pourrez le télécharger dès cet après-midi sur le site de l'UPV. Donc ça viendra compléter vos outils d'information. Je remercie encore Marion Topena pour son intervention sur un sujet qui n'est pas forcément évident. Je vous donne rendez-vous, l'Académie UPV vous donne rendez-vous le jeudi 22 février prochain pour une réunion d'information dans nos locaux. On abordera un tout autre sujet puisque le thème sera « Est-ce le bon moment pour vendre chez l'entreprise ?» On parlera de valorisation, de négociation. Voilà, je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressés et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci.